Nicolas Dubois était parti de rien pour fonder une prospère entreprise de conseil, pourtant il n'avait jamais renié ses origines. Ces années de privation restaient inscrites en lui, une mémoire tenace. Voilà pourquoi, alors qu'il était assis avec sa fille de 7 ans, Chloé, au bistrot de la Rivière, il les repéra sur le champ. Une jeune femme vêtue d'une robe bleue passée et une fillette aux boucles blondes en désordre, immobile près du comptoir d'accueil. La femme examinait la carte avec un air que Nicolas reconnaissait trop bien, celui d'une personne qui évalue chaque centime, qui met en balance la nécessité et la dignité. Puis le regard de la petite fille se fixa sur l'assiette de Chloé, généreusement garnie de crêpes jambon fromage et de frites dorées. Ses menottes se crispèrent sur le rebord d'une table, et la faim dans ses yeux était si à vif, si palpable, qu'une angoisse poignante étreignit Nicolas. « Dis, papa, pourquoi elle regarde ce que je mange, la petite fille ?» chuchota Chloé. « Elle est juste intriguée, peut-être. »« C'est possible, mon trésor. » Mais au fond de lui, il savait la vérité. Il avait eu cette même expression jadis, devant la vitrine d'une boulangerie avec Chloé, encore bébé, dans ses bras, à compter une poignée de pièces insuffisantes. De l'autre côté de la salle, la femme, nommée Sandrine, parlait au serveur d'une voix feutrée, pointant du doigt le plat le moins cher du menu. À son retour, Sandrine ouvrit son sac, les mains parcourues d'un tremblement tandis qu'elle dénombrait ses billets et sa monnaie. Le serveur se pencha vers elle. Les épaules de Sandrine s'affaissèrent comme sous un poids invisible. Elle se leva d'un bond, saisit la main de sa fille, Manon, et prit la direction de la sortie. Manon, cependant, se retourna une dernière fois, son regard à nouveau attiré par l'assiette de Chloé. Une digue céda en Nicolas. « Attends-moi là, ma puce. » Il fendit la salle à pas rapides, arrivant à l'entrée au moment précis où Sandrine poussait la porte vitrée. « Pardonnez-moi, un instant, je vous en prie. » Sandrine se pétrifia. Quand son regard croisa le sien, il était sur la défensive, glacial, le regard de quelqu'un qui a appris que les étrangers n'apportent que des déceptions. « Je me disais que vous et votre fille, vous aimeriez peut-être déjeuner avec nous. Il y en a bien assez. » Non. Le refus fut net, sans appel. « Tout va bien. Mon intention n'était pas de vous importuner. J'ai dit non. On n'a pas besoin de votre pitié. » Une ombre de souffrance passa dans les yeux de Sandrine. Puis elle tourna les talons, entraînant Manon, et disparut dans la rue. Nicolas resta là, désemparé. Il rejoignit Chloé, qui l'observait avec des yeux soucieux. « La petite fille, elle va bien, papa ? » « Je l'espère de tout cœur, ma puce. » En les regardant s'éloigner, Nicolas sentit une chape de plomb lui tomber sur le cœur. Il avait perçu dans le regard de Sandrine bien plus que la détresse du moment. Il y avait vu la marque d'une trahison passée, la conviction que toute main tendue dissimulait un piège. Il connaissait ce regard. Il l'avait croisé dans son propre reflet, il y a longtemps, avant qu'une âme charitable ne lui prouve que la compassion désintéressée pouvait exister. Ce moment charnière avait été la pierre angulaire de sa réussite. Une impérieuse nécessité de transmettre le bien qu'il avait reçu s'éveilla en lui. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant 1 heure plus tard, Chloé lui tira la main. « Papa, elles avaient très faim. » Nicolas s'accroupit pour être à sa hauteur. « C'est vrai. Tu sais, parfois, les gens qui sont dans le besoin ont besoin d'aide, mais ils ont trop peur de l'accepter. » « Mais pourquoi ? » « Parce que des fois, les gens qui proposent leur aide attendent quelque chose en échange, quelque chose qui peut blesser et qui fait qu'on n'ose plus faire confiance à personne. Mais alors, comment on peut les aider ? C'était la question qui le tourmentait. Il songea au patron du restaurant, Jean-Pierre Bernard, qui lui avait offert un poste de plongeur alors qu'il avait Chloé dans les bras. Jean-Pierre ne lui avait pas fait l'aumône. Il lui avait offert sa dignité, en traitant Nicolas comme un homme capable de se forger un avenir. Cette nuance changeait tout. La solution était peut-être là. Non pas un don, mais une chance. Or, Nicolas cherchait justement un nouvel assistant. Restait à trouver le moyen de proposer un emploi sans que cela paraisse oppressant. Au cours des jours qui suivirent, il fréquenta les endroits où une personne dans la situation de Sandrine aurait pu se trouver. C'est un jeudi, presque une semaine après, qu'il l'ait aperçu de nouveau au parc des Berges. Manon se balançait, ses boucles blondes dansant dans l'air. Sandrine, assise sur un banc, ne la quittait pas des yeux. Lorsque Manon accourut vers elle,
le souffle court mais le visage illuminé d'un sourire, celui de Sandrine s'éclaira d'un amour inconditionnel. Nicolas s'installa sur un banc à l'écart, pour ne pas être intrusif. Sandrine l'identifia aussitôt, son dos se tendit. Il ne leva pas les yeux, se contentant de rester assis, lui laissant le temps de juger s'il représentait un danger. Pendant 2 semaines, ce manège se reproduisit. Leur présence était aléatoire. Quand elles étaient là, Nicolas maintenait une distance respectueuse. Progressivement, l'écart entre leurs bancs diminua. Un jour, 5 mètres, le lendemain, 3. Et puis, par un tiède après-midi d'octobre, elle s'installa à l'autre extrémité de son banc. Le silence s'installa entre eux. Manon jouait. Nicolas lisait. Sandrine esquissait des croquis. Ils passèrent ainsi une demi-heure dans une quiétude partagée. Ce fut Manon qui rompit le charme. « Maman, c'est le monsieur du restaurant, non ? » ?»« Si, mais on n'importune pas les gens. »« Je n'importune personne. » Manon se tourna vers Nicolas. « Vous êtes souvent ici ? » ?»« Assez souvent. Mon école est juste en face. »« L'école de la fille avec les crêpes ? » ?»« Moi, c'est Manon. Elle s'appelle Chloé. Elle aussi, elle adore les balançoires. Ma maman me pousse très haut, mais pas trop parce qu'elle a peur. C'est ce que font les mamans qui aiment. Elles ont peur parce qu'elles aiment. Manon, reviens, dit Sandrine d'un ton ferme. Elle encercla sa fille d'un bras protecteur et possessif. Elle regarda Nicolas droit dans les yeux pour la première fois. Je vous suis reconnaissante de votre discrétion, de ne pas avoir forcé les choses, mais il faut que vous compreniez une chose. Je ne peux accepter l'aide de personne. J'ai déjà commis cette erreur, et elle m'a ruiné. Nicolas ferma son livre, lui offrant son entière attention. Il resta silencieux, à l'écoute. Sandrine baissa les yeux vers Manon, lui caressant les cheveux avec une douceur qui pinça le cœur de Nicolas. Puis elle prit la parole, d'une voix posée et mesurée. Il y a 2 ans, le père de Manon nous a quittés. Il est parti un matin, sans un mot. Pas une explication, pas un au revoir, rien. Elle racontait les faits, mais Nicolas percevait la cicatrice encore vive sous la surface. Je m'occupais de Manon à plein temps, je n'avais donc aucune expérience professionnelle récente, aucune référence. J'ai envoyé des candidatures partout, mais personne ne voulait d'une mère au foyer éloignée du monde du travail. On allait être expulsé. J'étais aux abois. Elle fit une pause, sa main immobile sur la tête de Manon. Celle-ci se serra contre sa mère, silencieuse, percevant la solennité de l'instant, comme savent le faire les enfants. Et puis j'ai rencontré un homme, Stéphane Mercier. Le nom écorcha les lèvres de Sandrine. Il dirigeait plusieurs sociétés, il avait l'air riche et bienveillant. Il m'a proposé un poste, bien payé, avec des horaires aménagés pour Manon. C'était comme un miracle, une réponse à mes prières. Un rire sans joie s'échappa de sa gorge. Une réponse, en effet, mais pas celle que j'espérais. Au début, tout était parfait. Le travail existait, la paix était versée. Et puis il a commencé à exiger des choses. Des petites choses. Rester tard le soir. Accompagner un client à dîner. Préférer telle robe à telle autre. Chaque demande était un rappel de sa générosité. De la reconnaissance que je lui devais. Sa voix était devenue neutre, vidée de toute émotion. Le ton de ceux qui ont trop souffert pour encore ressentir. Le jour où j'ai refusé, il s'est métamorphosé. La bienveillance s'est évanouie. Il m'a dit que j'avais une dette envers lui, qu'il avait pris un risque en m'engageant, moi, une moins que rien. Et que si je voulais conserver mon poste, je devais lui en être reconnaissante. La petite main de Manon se glissa dans celle de sa mère, qui la serra comme une ancre. J'ai démissionné sur le champ. Mais Stéphane n'est pas du genre à accepter un refus. Il a sali ma réputation, a contacté tous mes employeurs potentiels, a veillé à ce que personne de son entourage ne m'embauche. On a quand même perdu l'appartement. On a passé 4 mois en centre d'hébergement avant que je trouve un petit boulot au Lavomatique, payé au noir. Une misère, et insuffisant. Mais au moins, je suis libre de toute dette. Elle releva la tête, les yeux embués de larmes. Alors, quand vous m'avez offert votre aide, quand j'ai vu que vous reveniez, j'ai attendu. J'ai attendu de voir où était le piège,
de comprendre ce que vous vouliez en échange. Parce que c'est toujours comme ça. Rien n'est jamais gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Ces mots créèrent un silence pesant. Nicolas mesura l'étendue de la confession de Sandrine, et le courage qu'il lui avait fallu. Je suis navré de ce qui vous est arrivé. Je comprends que vous ne vouliez plus prendre un tel risque. Il fit une pause. Je ne vais pas vous promettre que je suis différent. Les mots sont faciles. Stéphane aussi devait avoir les mots justes. Une lueur de surprise traversa le regard de Sandrine. Mais je veux que vous sachiez une chose. Il y a 10 ans, j'étais à votre place. Père célibataire, sans travail, je dormais dans ma voiture avec ma fille en bas âge, faute de pouvoir payer un loyer. J'avais la peur au ventre chaque jour, la peur qu'on nous découvre, qu'on me retire Chloé parce que j'étais incapable de m'en occuper décemment. Il se tut, laissant le poids de sa propre vulnérabilité s'installer. Les yeux de Sandrine s'agrandirent, elle le dévisageait, cet homme à la chemise impeccable et à la montre de luxe, tentant de faire le lien entre cette image et le tableau qu'il venait de peindre. Le patron d'un restaurant, Jean-Pierre Bernard, m'a embauché comme plongeur. Il ne m'a pas fait l'aumône. Il m'a versé un salaire correct, m'a traité avec dignité, sans jamais me faire sentir que je lui devais autre chose qu'un travail bien fait. Quand j'ai été prêt à aller de l'avant, il m'a aidé à trouver mieux. Et quand j'ai monté ma propre affaire, des années plus tard, il a été mon premier soutien financier. Il n'a voulu ni part, ni remboursement. Il m'a juste dit, le jour où tu pourras aider quelqu'un à ton tour, fais-le. Ce sera ta façon de me rembourser. Nicolas se pencha vers elle. Je ne suis pas Jean-Pierre, mais j'ai retenu la leçon, la vraie est des désintéressés. Ce n'est pas un commerce. C'est juste un être humain qui voit la détresse d'un autre et qui a les moyens de l'alléger. Sandrine ne disait rien, ses doigts s'affairant dans les cheveux de Manon. Et comment puis-je savoir que vous n'êtes pas simplement plus subtil que Stéphane? Vous ne le pouvez pas. C'est impossible. La confiance se gagne avec le temps et les actes, pas avec les paroles. Je ne vous demande donc pas de me faire confiance aujourd'hui. Je vous demande juste d'imaginer qu'une autre voie est possible. Une autre voie vers où? Vers l'avenir. Vers un avenir meilleur pour Manon. Je dirige une société de conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour des tâches administratives, gestion d'agenda, communication client. C'est un vrai poste, avec de vraies missions et un vrai salaire. Je vous propose un entretien, pas un cadeau. Il vous faudra faire vos preuves. Mais si vous les faites, ce ne sera qu'un contrat de travail. Un salaire contre un travail. Rien de plus. Les mains de Sandrine tremblaient. Pourquoi? Pourquoi cette offre? Parce que Jean-Pierre a fait de même pour moi. Parce que je sais ce que c'est que d'être à un cheveu de tout perdre. Parce que Manon mérite mieux que de devoir compter chaque pièce. Et vous aussi. Il ajouta après un silence, et parce que je crois à cette chaîne de solidarité. Pour la première fois, l'armure de Sandrine se fendilla. Le combat intérieur qui se livrait en elle était presque palpable. L'espoir contre la méfiance. L'envie de croire contre le souvenir cuisant d'une confiance trahie. Il faut que je réfléchisse. Naturellement. Prenez tout votre temps. Nicolas sortit une carte de visite et la déposa sur le banc. Voici le numéro et l'adresse mail de mon bureau. Si vous décidez de passer un entretien, il suffit d'appeler. Sinon, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, je continuerai de venir déjeuner ici de temps en temps, et Manon pourra toujours venir jouer. Il se leva et rangea ses affaires. Heureux d'avoir fait officiellement votre connaissance. Manon, tu es une championne de la balançoire. Manon sourit jusqu'aux oreilles. Sandrine esquissa un sourire contraint. Nicolas s'en alla, le cœur battant la chamade, plus intensément que pour n'importe quel contrat. L'enjeu ici était d'une autre nature, plus fondamentale. 3 jours s'écoulèrent sans nouvelles. Le 4e, le téléphone du bureau sonna. C'était la voix de Sandrine, posée et distante. Monsieur Dubois, Sandrine Lefebvre à l'appareil. Nous nous sommes vus au parc. Je souhaiterais convenir d'un entretien, si le poste est toujours à pourvoir. Il l'est. Quelle date vous conviendrait? Lundi arriva. Sandrine se présenta avec un quart d'heure d'avance, dans une robe impeccable,
son CV imprimé sur un papier un peu jauni. Nicolas mena l'entretien avec professionnalisme, l'interrogeant sur ses compétences, son parcours. Sandrine répondit avec pertinence, son intelligence transparaissant malgré les trous dans son CV. À la fin, il lui proposa le poste, non par compassion, mais parce qu'elle en avait les capacités. Il y a une période d'essai de 3 mois, c'est la procédure habituelle. Durant cette période, chacun de nous peut rompre le contrat avec une semaine de préavis. Passé ce délai, le contrat devient un CDI avec tous les avantages. Tout est stipulé dans le contrat. Je vous invite à l'emporter, à le lire à tête reposée, et à le faire vérifier si vous le souhaitez. Sandrine prit le document, le survola d'un regard perçant. C'est très correct. C'est le principe. Je paie mes salariés à leur juste valeur et je les traite avec considération. En échange, j'attends de la rigueur et de la franchise. L'accord s'arrête là. Elle le fixa longuement, comme pour sonder ses intentions. Nicolas soutint son regard, calmement. Je commencerai lundi. Et merci. Pas pour un acte de charité, mais pour cette chance. Je vous en prie. Et Sandrine, ce n'est pas de la charité. Chaque euro, vous l'aurez mérité. Je suis très à cheval sur la qualité du travail. Pour la première fois, un vrai sourire, bien que timide, illumina son visage. Tant mieux. Je n'aurai aucun respect pour vous dans le cas contraire. Sandrine prit ses fonctions la semaine suivante. Comme promis, Nicolas la traita comme n'importe quel autre employé. Professionnel, parfois exigeant, mais toujours équitable. Il ne s'immisça jamais dans sa vie privée. Les premières semaines, quand elle commettait une erreur, il la rectifiait factuellement. Quand son travail était excellent, ce qui était fréquent, il le soulignait de manière professionnelle. Peu à peu, avec prudence, Sandrine se détendit. Elle était ponctuelle, restait tard au besoin, et abordait chaque tâche avec une compétence sereine. Nicolas nota les changements subtils. La tension dans ses épaules s'estompa. Elle se mit à proposer des idées, au lieu d'acquiescer passivement. Elle commença à croire en sa parole. Le véritable tournant se produisit 6 semaines plus tard. Par une soirée glaciale de novembre, Nicolas travaillait encore à son bureau. Son téléphone vibra, le nom de Sandrine s'afficha. Il décrocha, s'attendant à une question professionnelle, mais fut saisi par la panique dans sa voix. Une peur viscérale, celle d'une mère voyant son enfant en détresse. « Monsieur Dubois, pardon de vous déranger, je suis désolé, mais je ne sais plus vers qui me tourner. » Les mots se bousculaient, haletants. Manon est malade. Très malade. Grosse fièvre, elle respire mal. Je dois l'emmener aux urgences, mais je n'ai personne pour la faire garder demain. Je sais que je viens d'arriver, que je ne devrais pas demander de congé, mais je... Sandrine. Nicolas l'interrompit avec douceur. Stop. Allez aux urgences avec Manon, immédiatement. Oubliez le travail. Ne pensez qu'à une chose, qu'elle soit soignée. Mais la période d'essai, le contrat stipule que... Le contrat peut attendre. Votre fille est malade. La famille est la priorité absolue, toujours. On s'organisera pour le travail plus tard. Partez. Un silence s'installa. Un instant, Nicolas crut qu'elle avait raccroché. Puis il entendit un sanglot étouffé. Un mélange de soulagement, de gratitude et de peur dans un seul souffle tremblant. D'accord. Merci, Sandrine. Dans quel hôpital? L'hôpital régional. Le plus proche. J'arrive. Non, ce n'est pas la peine. Si. Pas en tant que patron, mais en tant qu'ami. Vous ne devriez pas affronter ça toute seule. Il mit fin à la communication avant qu'elle ne puisse refuser. 20 minutes de trajet dans les embouteillages du soir pour rejoindre l'hôpital régional. 20 minutes durant lesquelles Nicolas fut assailli par le souvenir de ses propres nuits aux urgences avec Chloé. La terreur de voir son enfant suffoquer. Le sentiment d'impuissance absolue. Le visage de la fillette était fiévreux, sa respiration sifflante. Sandrine lui caressait les cheveux, lui murmurant des mots doux, mais son propre visage était livide d'angoisse. Nicolas s'approcha sans bruit. Des nouvelles? Sandrine sursauta, la surprise laissant place à une forme de soulagement.
Ils suspectent une pneumonie. Ils veulent la garder, faire des examens, la mettre sous antibiotiques. Sa voix se cassa. Je n'ai pas de mutuelle. Comment vais-je payer tout ça? Nicolas s'assit près d'elle. Ne vous préoccupez pas de ça. Non, je ne peux pas accepter. C'est justement ce que je ne peux pas. Sandrine, regardez-moi. Il attendit que son regard terrifié croise le sien. Ce n'est pas un service. Vous n'aurez aucune dette envers moi. Je vais régler la facture directement à l'hôpital, et vous ne me devrez absolument rien. Pas un merci, pas votre loyauté, rien. C'est clair? Mais pourquoi? Les larmes inondaient son visage. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Parce que Manon est une enfant qui a besoin de soins, et que sa mère se bat pour leur offrir une vie meilleure. Parce que j'en ai les moyens, et pas vous. Parce qu'un jour, Jean-Pierre a payé 3 mois de mon loyer quand Chloé était malade, et qu'il a refusé que je le rembourse. Il m'a dit la même chose que je vous dis. Ce n'est pas un marché. C'est juste un geste d'humanité. Sandrine secouait la tête, tremblante. Je ne sais pas comment accepter. Je ne sais pas comment ne pas me sentir redevable à vie. Alors ne l'acceptez pas pour vous. Acceptez-le pour Manon. Elle ne doit pas souffrir parce que sa mère a trop peur d'être blessée une fois de plus. Nicolas adoucit sa voix. Sandrine, je sais que Stéphane vous a appris que la gentillesse est une forme de manipulation, mais c'est faux. Il existe des gens bien, qui aident parce que c'est juste. Pas pour obtenir quelque chose. Jean-Pierre était l'un d'eux. J'essaie de l'être. Et un jour, quand vous serez en position d'aider quelqu'un, vous pourrez l'être aussi. Manon s'agita en tout sautant. Une infirmière vint les chercher. Sandrine se leva, sa fille dans les bras, et lança à Nicolas un regard où se mêlaient les larmes, le doute. Et les prémices fragiles d'une confiance naissante. D'accord. Pour Manon. Nicolas resta dans le couloir, visible depuis la chambre. Une présence rassurante. Il contacta l'administration de l'hôpital, prit des dispositions pour que les factures soient adressées à son entreprise, signa les papiers qu'il engageait financièrement sans lui donner aucun droit sur les décisions de Sandrine. Manon fut hospitalisée pour une pneumonie. Sous perfusion d'antibiotiques et d'oxygène, sa respiration devint plus calme. Sandrine veilla toute la nuit. Nicolas lui apporta du café et des sandwichs, et resta à ses côtés durant les longues heures d'attente et d'angoisse. Ils échangèrent peu de mots. Mais dans ce silence, dans ce simple acte de présence, quelque chose bascula. Sandrine commença à comprendre ce que Nicolas essayait de lui dire, que tout n'impliquait pas une contrepartie cachée. Que parfois, les gens agissaient bien, simplement parce que c'était la chose à faire. Aux premières lueurs de l'aube, la fièvre de Manon tomba enfin. Elle ouvrit les yeux, vit sa mère, et sourit. « Bonjour, maman. » Sandrine éclata en sanglots, posant son front sur la main de Manon. « Bonjour, mon trésor. Tu m'as fait si peur. » Pardon. Le monsieur, il est là? Celui dont la fille aime les balançoires. Oui, il est là. C'est gentil. Les paupières de Manon se refermèrent. Il a l'air d'un homme bien, maman. Comme toi. Sandrine regarda Nicolas, près de la porte. Son visage était marqué par la fatigue et les larmes. Mais le sourire qu'elle lui adressa était sincère, chaleureux, et dépouillé de toute méfiance. Merci. Pas seulement pour l'argent. D'être venu. D'être resté. D'avoir prouvé que j'avais peut-être tort sur tout. Nicolas lui rendit son sourire. Vous n'aviez pas tort de vous protéger. Stéphane avait gagné votre méfiance. Je suis simplement heureux que vous m'ayez laissé une chance de gagner autre chose. Manon se rétablit vite. Elle quitta l'hôpital au bout de 3 jours. Sandrine reprit le travail la semaine d'après. Nicolas remarqua qu'elle semblait plus sereine, plus épanouie, mais il se garda de tout commentaire. Il continua de la traiter avec le même respect professionnel. Pourtant, les choses avaient changé. Sandrine souriait plus souvent, échangeait des plaisanteries avec sa collègue, apportait des gâteaux faits maison. Elle se joignait à l'équipe pour déjeuner, timidement au début, puis avec une assurance grandissante. Quand Nicolas lui proposa d'aménager ses horaires pour les sorties scolaires de Manon,
elle accepta avec gratitude, et non plus avec suspicion. La période d'essai s'acheva. Nicolas la titularisera sans la moindre hésitation. Sandrine était la meilleure assistante qu'il ait jamais eue. Mieux encore, elle était devenue un membre estimé de l'équipe, une personne dont le jugement était fiable. 6 mois après son arrivée, par un bel après-midi de printemps, Sandrine frappa à la porte de Nicolas. « Vous avez un instant ? Je voudrais vous parler de quelque chose de personnel. » « Je vous écoute. » Sandrine s'assit, les mains croisées. « J'ai beaucoup repensé à notre conversation à l'hôpital, à Jean-Pierre, à l'idée de transmettre le bien. J'ai mis de l'argent de côté. Je suis enfin dans une situation où j'ai un peu de marge. Pas grand-chose, mais c'est un début. Et je voudrais l'utiliser pour aider quelqu'un, comme vous m'avez aidé. » Une douce chaleur envahit Nicolas. « C'est une merveilleuse idée. Qu'avez-vous en tête ? » À l'école de Manon, il y a une autre mère seule, qui a les mêmes difficultés que moi à l'époque. Je la vois compter sa monnaie à la cantine, sa fille porte des chaussures trop petites. Je veux l'aider, mais je ne veux pas reproduire le schéma de Stéphane. Je ne veux pas qu'elle se sente redevable. Alors je vous le demande, comment aider sans humilier ? Nicolas se renversa dans son fauteuil. Commencez par une aide concrète et ponctuelle. Pas une assistance sans fin, mais un geste précis, avec des limites claires. Offrez anonymement une nouvelle paire de chaussures à sa fille. Invitez-les à dîner, sans que ça sonne comme une opération de sauvetage. Dites-lui que vous êtes passé par là, que vous comprenez. Et que si elle a besoin de parler à quelqu'un qui sait, vous êtes disponible. Si elle refuse, respectez sa décision. On ne peut pas imposer de l'aide à quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais on peut semer des graines. Lui montrer qu'il existe des gens bienveillants, sans arrière-pensée. Le jour où elle aura besoin de vous, elle saura où vous trouver. Sandrine acquiesça lentement. C'est plus complexe que je ne l'imaginais, d'aider. Il y a tant de façons de mal faire. C'est vrai. Mais vous savez ce qu'il ne faut pas faire, pour l'avoir subi. Cette expérience fait de vous la personne la mieux placée. Vous connaissez la valeur de la dignité, des limites, du respect. Ce sont les piliers de l'aide véritable. Elle sourit, et Nicolas admira sa métamorphose. Le masque de souffrance avait laissé place à une assurance tranquille. C'est vous qui m'avez appris tout ça. Par la façon dont vous m'avez traité. Même quand je me méfiais, vous ne m'avez jamais rabaissé. Vous m'avez juste laissé l'espace nécessaire pour retrouver ma propre force. Cette force, vous l'avez toujours eue. Je n'ai fait que créer les conditions pour que vous puissiez l'utiliser. Elle se leva, puis marqua une pause. Manon demande si Chloé voudrait venir jouer à la maison. On a notre appartement, maintenant. Un vrai, avec 2 chambres. Manon rêve de le lui montrer. La gorge de Nicolas se serra. Chloé serait ravie. Elle n'arrête pas de me parler de Manon depuis leur rencontre au parc. Parfait, parce que Manon ne parle que d'elle. Apparemment, nos filles ont les mêmes goûts en matière d'amitié. Le sourire de Sandrine était radieux. Comme nous. 2 semaines plus tard, Nicolas et Chloé se présentèrent au petit appartement en ville de Sandrine. L'endroit était simple mais chaleureux, décoré avec soin. Des fleurs sur la table, des dessins d'enfants sur le frigo, des rideaux et des coussins assortis. Ce n'est pas le grand luxe, dit Sandrine, mais c'est chez nous. Entièrement. J'ai un bail à mon nom, une enquête de solvabilité validée, tout est en règle. C'est formidable, Sandrine. Soyez en fière. Je le suis. Elle posa sa tasse de café. Je voulais revenir sur la facture de l'hôpital. Nicolas voulut l'interrompre, mais elle leva la main. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je sais que vous avez dit que je ne vous devais rien, et je sais que c'était sincère. Mais j'ai repensé à ce que Manon a dit ce soir-là, que vous étiez quelqu'un de bien. Elle avait raison, et pas seulement pour l'argent. Vous m'avez offert du respect, une chance, et le temps de me reconstruire. Ça n'a pas de prix. Elle sortit une enveloppe. Ceci n'est pas un remboursement. Vous aviez raison, je n'en ai pas les moyens. C'est autre chose. C'est un don pour le centre social où vous êtes bénévole. Celui qui distribue des repas. J'ai commencé à y aller le week-end, comme bénévole.
Et je voulais aussi participer financièrement. Ce n'est pas énorme, mais c'est un début. Et je le fais en votre nom et celui de Jean-Pierre. C'est ce qui me semble juste. Nicolas ouvrit l'enveloppe. Un chèque de 500 €. Pour Sandrine, c'était une fortune, fruit d'économie patiente et d'une générosité réfléchie. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Sandrine, c'est un geste d'une générosité incroyable. C'est la chaîne de solidarité, comme vous me l'avez appris, comme Jean-Pierre vous l'a appris. Je ne peux pas vous rembourser, mais je peux aider d'autres personnes. Et je peux apprendre à Manon que quand on a la chance d'avoir un peu plus, on le partage. Non pas par obligation, mais parce que c'est notre devoir d'humanité. Nicolas se leva et la serra dans ses bras. Elle eut un mouvement de recul, puis s'abandonna, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Le chemin que vous avez parcouru. Vous pouvez être fier de vous. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Si, vous y seriez arrivé. Plus lentement, peut-être. Plus difficilement. Mais vous auriez réussi, parce que vous êtes une femme forte et une mère dévouée. Je n'ai fait qu'accélérer les choses. Les rires des filles fusèrent de la chambre. Ils s'écartèrent, essuyant leurs larmes en riant. Elles vont devenir inséparables, dit Sandrine. Je crois bien. Comme nous. Oui. Des amis. L'idée me plaît. L'après-midi de jeu se transforma en soirée. Sandrine cuisina des spaghettis, Nicolas lui donna un coup de main, tandis que les filles mettaient la table. L'ambiance était simple, détendue, normale. Le genre de normalité que Sandrine avait cru perdue à jamais. Attablé, écoutant le babillage de Manon et Chloé, Nicolas croisa le regard de Sandrine. Merci, articula-t-elle sans un son. Il secoua la tête et répondit de même, remerciez-vous. Car c'était la pure vérité. Nicolas avait ouvert une porte, mais c'est Sandrine qui l'avait franchie. Elle avait fait le choix de faire confiance à nouveau, contre toute attente. Elle avait travaillé dur, accepté l'aide avec humilité, et transformé sa souffrance en sagesse. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle s'était servie de ses épreuves pour devenir plus forte, plus compatissante, plus consciente de la frontière ténue entre aider et asservir. L'heure du départ arriva. Manon fit un gros câlin à Chloé. Puis, avec timidité, elle s'adressa à Nicolas. « Monsieur Dubois, je peux vous poser une question ?» « Vas-y, Manon. » Ma maman sourit tout le temps, maintenant. Avant, elle ne souriait jamais. C'est vous qui l'avez rendue heureuse ? Nicolas s'accroupit à sa hauteur. C'est ta maman qui s'est rendue heureuse toute seule, en étant très courageuse et très forte. Mais je suis heureux d'avoir été là pour l'accompagner un peu sur son chemin. Manon médita sa réponse, puis opina du chef. Je crois que vous êtes un bon ami pour ma maman. Et pour moi aussi. Et toi aussi, tu es une bonne amie, Manon. Pour Chloé, et pour moi. Elle rayonna et rejoignit sa mère. Sandrine, un bras autour de Manon, les regarda monter en voiture. L'air du soir était tiède, embaumant les fleurs du printemps et les promesses d'un renouveau. Sur le chemin du retour, Chloé ne tarissait pas d'éloges sur sa nouvelle amie. Mais Nicolas songeait à Sandrine, au parcours qu'ils avaient accompli ensemble, depuis leur première rencontre jusqu'à cette amitié naissante. Il pensa à quel point tout cela avait tenu à un fil. Si Sandrine n'était pas retournée au parc, s'il avait été trop pressant ou pas assez patient, si Manon n'était pas tombée malade au moment précis où Sandrine avait besoin d'une preuve de sa sincérité. Mais les choses s'étaient enchaînées, et cet enchaînement les avait transformés tous les deux. Sandrine avait réappris à faire confiance, à croire en une gentillesse gratuite. Nicolas avait mesuré la responsabilité immense qu'implique le fait d'aider, l'équilibre délicat entre soutenir et contrôler, entre donner et obliger. Et tous deux avaient compris ce que Jean-Pierre savait depuis toujours, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à autrui, c'est de reconnaître sa dignité et sa valeur intrinsèque. La chaîne se poursuivait. Sandrine aidait déjà son prochain, montrant à Manon par l'exemple que la force ne réside pas dans le fait de n'avoir jamais besoin d'aide, mais dans la capacité à l'accepter avec humilité et à la transmettre à son tour. Un jour, Manon aiderait quelqu'un, et Chloé, inspirée par son père, ferait de même. L'onde de choc de la bonté d'un homme, des décennies plus tôt, continuait de se propager, de transformer des vies, de réécrire des destins, prouvant que même dans un monde souvent impitoyable, certains choisissaient la compassion.
Nicolas gara la voiture et aida Chloé à descendre. Au moment de la coucher, elle lui dit, les yeux mi-clos, « Papa, je suis fier que tu aies aidé Manon et sa maman. Moi aussi, mon trésor. Jean-Pierre serait fier de toi. » La gorge de Nicolas se noua. « J'ose l'espérer, Chloé. J'en suis sûr. Tu as fait ce qu'il t'a appris. Tu les as aidés à trouver leur propre force. C'est la plus belle des aides. » Elle s'endormit, et ses mots restèrent en suspens dans le cœur de Nicolas. Plus tard, dans son bureau, il sortit une vieille photo. On le voyait plus jeune, le visage creusé par la fatigue, aux côtés de Jean-Pierre devant son restaurant. La main de Jean-Pierre était posée sur son épaule, son sourire était chaleureux et encourageant. « J'ai réussi, Jean-Pierre, » murmura Nicolas. « J'ai trouvé quelqu'un qui avait besoin d'une porte ouverte, et j'ai essayé de le faire à ta manière. Avec dignité, patience, et sans contrepartie. Sandrine est tirée d'affaire, maintenant. Plus que ça. Et peut-être qu'un jour, elle ouvrira une porte pour quelqu'un d'autre, qui en ouvrira une autre. Et ta bonté continuera de vivre, bien après notre départ. » La photo resta muette. Mais une profonde sérénité envahit Nicolas. Le sentiment du devoir accompli. Non pas en remboursant une dette, mais en suivant un exemple. Jean-Pierre lui avait donné bien plus qu'un travail ou de l'argent. Il lui avait montré comment être un homme, dans le sens le plus noble du terme. Comment voir la souffrance et y répondre avec compassion, non avec jugement. Comment aider sans rabaisser. Comment donner sans rien attendre. C'était là son véritable héritage, plus précieux que toutes les richesses. Nicolas éteignit la lumière et alla veiller sur Chloé. Elle dormait d'un sommeil paisible. Cette merveilleuse enfant qu'il avait cru un jour incapable de protéger, qu'il avait serré contre lui dans le noir d'une voiture en lui jurant un avenir meilleur. Il avait tenu sa promesse, mais pas seul. Jean-Pierre l'avait aidé, puis Nicolas avait aidé Sandrine, qui aiderait quelqu'un d'autre. C'était ainsi que le monde avançait. Comment les êtres brisés se reconstruisaient. Comment les épreuves devenaient des forces. Comment un simple geste de bonté pouvait changer le cours d'une existence. Pas par des actes héroïques, mais par une humanité simple, constante, respectueuse. En voyant quelqu'un dans sa nuit et en restant à ses côtés jusqu'à ce qu'il trouve sa propre lumière. La lune éclairait la chambre de Chloé. Nicolas pensa à Manon, sans doute endormie elle aussi, dans ce petit appartement que Sandrine avait gagné à la sueur de son front. Deux petites filles qui auraient pu ne jamais se rencontrer. Deux familles qui auraient pu rester étrangères. Tout ça à cause d'un instant d'attention, d'un regard sur une fillette qui fixait une assiette de crêpes. Un si petit rien. Mais les petits riens font les grandes histoires. Telle est la magie de la compassion. Elle essaime. Elle fructifie. Elle se régénère à chaque pas. Il embrassa le front de Chloé et regagna sa chambre, reconnaissant pour cette journée, et confiant en l'avenir. Demain, il irait travailler. Sandrine serait là, avec sa compétence discrète et son assurance nouvelle. Ils travailleraient ensemble, résoudraient des problèmes ensemble, bâtiraient quelque chose de solide ensemble. En tant que collègues, en tant qu'amis, en tant que deux êtres qui avaient connu les ténèbres et avaient fait le choix de la lumière. Et quelque part, l'héritage de Jean-Pierre perdurait, dans la bonté de Nicolas, dans la résilience de Sandrine, dans l'amitié de Manon et Chloé, et dans toutes les vies qu'ils toucheraient à leur tour. La décision d'un seul homme d'aider un père en détresse avait engendré une réaction en chaîne de compassion qui se répercuterait sur des générations. C'était là la vraie mesure d'une vie accomplie. Non pas dans ce qu'on amasse, mais dans ce qu'on donne. Non pas dans ce qu'on retient, mais dans ce qu'on transmet. Nicolas s'allongea, ferma les yeux, et sourit. Demain serait un autre jour, avec ses défis et ses opportunités. Mais cette nuit, il s'endormait avec la certitude d'avoir honoré la mémoire de Jean-Pierre. Il avait transmis le flambeau. Il avait aidé quelqu'un à trouver sa force. Et ce faisant, il avait rendu hommage à celui qui, un jour, l'avait aidé à trouver la sienne. La boucle était bouclée, et l'onde de bienveillance continuait son chemin.